portugaise successive s'aventurait de plus en plus au sud. En 1482, un capitaine des marines aguerris du nom de Diego Cão s'est lancé dans l'expédition la plus ambitieuse jamais entreprise. Alors qu'il naviguait tout près de la côte occidentale de l'Afrique, Cão vit l'étoile du nord disparaître du ciel. Au moment où son navire franchissait l'équateur, il poursuivit la route, beaucoup plus au sud que n'importe quel Européen ne l'avait fait avant lui. Un jour, Cão constata un phénomène qui le stupéfia. Autour de son vaisseau, l'océan avait pris une couleur jaune teintée d'ardoise, et des vagues d'un jaune brunâtre s'est brisée sur la plage avoisinante. Sa caravelle, qui naviguait vers l'embouchure d'un bras de mer de plusieurs kilomètres de large, dut lutter contre un courant de 8 à 9 nœuds. De plus, en goûtant l'eau sur laquelle flottait le navire, l'équipage s'aperçut qu'elle était douce et non salée. Cão était tombé sur l'embouchure d'un fleuve gigantesque rempli de limons, bien plus large qu'aucun autre fleuve jamais encore découvert par un Européen. Un témoignage contemporain reflète l'impression produite par son immensité sur lui et ses hommes. Sur un espace de 20 lieues, le fleuve conservait son eau douce, sans que les flux saumâtres qui l'enserrent des parts d'autres viennent s'y mêler, comme si ces nobles fleuves étaient déterminés à mesurer sa puissance en livrant une bataille rangée avec l'océan lui-même et à être le seul à lui refuser les tributs que tous les autres fleuves du monde payent sans opposer les moindres résistances. Chers amis, je parle de 1482. Cet extrait est tiré du livre d'Adam Rothschild, le livre appelé Les fantômes du roi Léopold. Un livre très important, une lecture que je recommanderai à tous les acteurs politico-sociaux de la République démocratique du Congo et à toutes les personnes ayant comme ambition d'avoir un jour à jouer un rôle important dans l'action publique de la République démocratique du Congo. Pourquoi suis-je en train de faire cette référence historique? C'est parce que j'ai pensé aujourd'hui de parler d'un thème très important. J'ai pensé parler de la mémoire collective d'un peuple. C'est quoi une mémoire collective d'un peuple? La mémoire collective d'un peuple, c'est une mémoire de l'ensemble d'un peuple, d'une communauté, d'une nation, avec un seul élément de base, un seul élément qu'on a, le sentiment d'appartenir à une communauté commune, à un destin commun. Je ne veux pas aller dans les détails, je prends juste cet élément de base qui parle de la mémoire collective d'un peuple. Et dans ces cas précis, je vais faire une série de vidéos parlant des éléments de base de la mémoire collective du peuple congolais. Qui sommes-nous? Comment est-ce que nous nous comportons en tant que nation et pourquoi? Vous savez, chers amis, il y a un adage d'une sagesse universelle qui dit si vous vous perdez dans la route et vous ne savez pas où est-ce que vous allez, si vous avez des doutes sur votre destination, la moindre des choses, c'est de vous référer à votre origine. Vous vous arrêtez, vous prenez le temps de vérifier d'où est-ce que vous venez, cela est largement suffisant pour vous permettre de retrouver dans votre passé les éléments à même de vous permettre de vous prolonger et vous projeter dans l'avenir. Quand nous observons l'histoire actuelle, contemporaine et moderne de notre pays, nous constatons un pays avec une situation sociale et économique chaotique. Un peuple avec un comportement de responsabilité commune. Vous constatez la destruction, l'autoflagellation de tout un peuple et ces caractères de destruction qui caractérisent nos élites, cette tendance à toujours vouloir détruire par le pillage, par le détournement des trésors publics, cette tendance à observer un peuple qui ne construit pratiquement rien, des phénomènes un peu particuliers quand vous constatez qu'un peuple, dans sa partie est, il y a des crimes, des assassinats, des grandes violences, et la partie ouest faite. Alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une cohérence nationale dans le réflexe naturel de ce peuple? Alors dans ma série de questionnements, je me suis dit, je vais faire un travail en revisitant l'histoire profonde de la création du Congo. Et pourquoi est-ce que nous ne sentons pas les traits d'une mémoire collective dans l'agir de l'homme congolais? Et cette responsabilité de l'élite congolaise, et peut-être que cette autopsie, cet examen rétrospectif nous permettra à l'ensemble de la communauté, de l'élite, de la petite communauté pensante, de pouvoir lever de nouvelles options pour pouvoir projeter l'action future de notre peuple. Voilà ce qui m'a poussé à faire un travail
sur la mémoire collective d'un peuple. Ici, en l'occurrence, il s'agit du peuple congolais. Vous savez, quand on fait un travail sur la mémoire, on a besoin de repères. Et dans les repères, vous avez des éléments, des références qui sont historiques, des dates qui sont très importantes, des périodes qui marquent la création, la fondation de l'histoire de tout un peuple. Je vous ai lu un extrait des livres sur les éléments de base de la rencontre des deux cultures. La culture occidentale, pour une toute première fois, un explorateur, je récite ici Diego Cao, le portugais, s'aventurait sur un terrain beaucoup plus au sud et il tombe sur l'embouchure. Et c'est l'embouchure du fleuve Congo. Je vous parle de 1482. Cette date, cette année est emblématique parce que dès là commence une histoire. Un homme tombe sur l'embouchure. 1482, 1500, 1600, il y a la rencontre du peuple portugais avec le peuple du premier royaume qui s'est retrouvé plus au sud vers la côte, le royaume Congo. Il y en a eu plein d'autres, nous allons faire un travail beaucoup plus détaillé. Mais à partir de l'embouchure, la rencontre, les choses se consolident, les échanges se renforcent et l'histoire s'écrit. Il y en a des différences au royaume Congo, il y a d'autres royaumes. L'histoire évolue et nous atteignons des siècles beaucoup plus avant le 19e siècle. Ici, je parle des années 1800, 1855, 1857. Il y a un roi qui monte au trône dans un royaume très lointain, un royaume jeune. Je parle du royaume belge, royaume de la Belgique. Un peuple qui a été longtemps dominé par les Français, des Hollandais, qui se révoltent, qui se met ensemble et crée un royaume et qui n'a pas de souverain, qui s'adopte un souverain. Il s'appelle Léopold Ier. Ce monsieur décède, il laisse son pouvoir à son fils. Un jeune, très jeune quand il arrive au pouvoir, Léopold II, avec des grandes ambitions de vouloir s'octroyer une colonie. Il a cherché à gauche, il a cherché à droite, il ne trouvait pas de colonie. Mais pendant ces temps, il y avait un monsieur, un autre, un jeune explorateur, pas celui de la génération des Diego Cao, qui date des années du 15e siècle, mais dans le 19e siècle, une nouvelle génération. Pas la celle de la génération de Livingstone, mais juste de la génération d'après. C'est un jeune écossais, un bâtard, qui a été élevé dans les asiles pour jeunes, qui n'a pas eu une bonne éducation, mais qui avait la fureur de vaincre dans la vie, qui voulait prouver qu'il était un homme avec des capacités, et qui avait la détermination d'écrire son nom dans l'histoire de l'humanité. Ce jeune-là, il est né en Écosse, il part à l'aventure dans un navire, il se retrouve aux États-Unis d'Amérique, il va entrer à gauche à droite, faire l'armée, changer même son identité, prendre le nom adoptif et un nom installé qui n'était pas son nom de base, et s'aventurer dans des expéditions. C'est ce monsieur qui va s'y retrouver à l'espace de 5 siècles purement. Nous parlons du 15e siècle et du 19e siècle. Au 15e siècle, c'est quand qui arrive le Portugais, une histoire longue liée avec la traite négrière, la colonisation du royaume Congo. Et 5 ans après, 5 siècles après, donc plus ou moins 500 ans après, c'est le jeune Henri Morton Stanley qui débarque. Il arrive au même point, l'embouchure du Congo. Ce point qui donnait accès à un territoire. Chers amis, quand vous travaillez sur la mémoire collective d'une nation, il y a toujours ces éléments-là, des dates, des époques historiques, mais il y a aussi les éléments, des repères qui sont de nature géographique. Le bassin du Congo, ses montagnes, ses collines. Mais l'essentiel, c'est structure autour d'un fleuve. C'est le fleuve Congo. Vous savez, j'ai compris après plusieurs lectures et plusieurs analyses que lorsqu'il faut penser ces territoires qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, il y a un axe principal, une colonne vertébrale, c'est le fleuve Congo. L'histoire de la constitution de ces territoires comme entité est construite, basée particulièrement et spécialement sur l'histoire de ces grands fleuves avec ses affluents larges comme d'autres fleuves. Nous parlons de Lualaba, nous parlons du Kassai, c'est de ces affluents du fleuve. Et c'est le long de ce fleuve que Stanley a su contourner parce que, je vais aller dans les détails sur l'aspect géographique, ces fleuves qui ne permettaient pas, avec ces chutes, qu'on pénètre la profondeur du pays, comme une sorte de protection naturelle, qu'il ne fallait pas pénétrer le fleuve pour ne pas atteindre les Congo profonds. Ce fameux Stanley l'a contourné. Il a contourné ce fleuve, il est arrivé jusqu'à Stanley Fall, donc vers Kinshasa, il a remonté le fleuve et il a traversé ces territoires de l'ouest à l'est. Ainsi naquit l'histoire de la constitution d'un territoire avec de la magouille,
avec de la manipulation. Stanley arracha le consentement des chefs traditionnels par des méthodes beaucoup irrégulières et de la manipulation. Mais enfin, lorsqu'il est rentré en Europe à la fin du 19e siècle, il rentre avec une cartographie. Et voilà qu'un territoire naissait de l'effort, de la vision, du banditisme d'un monsieur, Henry Morton Stanley. Et c'est ce territoire qui va se retrouver entre les mains de ces jeunes rois ambitieux en quête d'une colonie. Je cite ici le roi Léopold. Voilà les quelques éléments de référence. Je parle des références historiques, des dates, des périodes, des époques, et je parle des éléments géographiques. Entre autres, le bassin en soi, mais surtout ces fleuves qui constituent la ceinture, la colonne vertébrale de tout un territoire. Voilà, il y aura une suite de vidéos où nous allons développer davantage les concepts, mais j'ai voulu juste mettre les cadres sur le travail de la mémoire collective d'un peuple, et ici en l'occurrence, le peuple congolais. Nous allons retrouver des références humaines par nos groupes sociologiques et tribales, et des groupes sociologiques et tribaux, des personnages historiques, des moments fondateurs de la nation, et c'est cet ensemble d'éléments qui va constituer une sorte de mur porteur pour la suite du travail que nous comptons réaliser, parce qu'au fond, qu'est-ce qui constitue la force de la mémoire d'un peuple? C'est en fait cette qualité du travail d'une narration nationale, ce qu'on dirait dans le langage d'aujourd'hui, les national storytelling. Vous savez, dans toutes les nations du monde, il y a une sorte de narration politiquement travaillée sur fond des éléments historiques qui constituent finalement la mémoire collective. Une mémoire collective n'est pas une mémoire historique, parce que la mémoire collective est une narration nationale politiquement travaillée sur fond, bien entendu, des éléments historiques, mais un peu politiquement orientée. Une mémoire collective, elle est subjective. Une mémoire collective, elle est sélective. Vous choisissez des éléments que vous voulez intégrer dans votre mémoire collective qui constituent des repères pour des générations et des générations. Une mémoire collective s'actualise, et une mémoire collective, c'est l'ensemble de ces moments qui sont saillants dans l'histoire de tout un peuple. Si vous venez en Scandinavie, on va vous parler des gens qui portaient les casques là. On les appelait les Vikings. Des fois, vous voyez même dans les matchs de football, les Suédois, les Danois, les Norvégiens, ils portent des casques avec des cornes. C'est dans le storytelling de leur peuple. Des Vikings, des gens qui ont taillé les chemins dans les rocs. Ils ont un territoire rocailleux. Mais dans ces roches, ils ont pu tailler des chemins, lancer des ponts, construire une civilisation. Et ça constitue l'ossature de l'ère mémoire collective. Quand vous allez en Chine, on parle de la civilisation millénaire. Quand vous allez dans des pays comme, j'ai pu citer d'autres pays comme la Turquie, on vous parle de l'époque de l'Empire ottoman, avec Suleiman, ou de façon plus moderne, on parle d'Atatürk, le père de la nation turque. Chaque nation doit pouvoir avoir son storytelling qui se base sur la mémoire historique, mais dont on travaille pour tirer des éléments qui constituent une mémoire collective sur laquelle on crée une orientation, et sur une mémoire collective dans laquelle l'identité nationale s'est construite. Et pour les cas du Congo, nous allons faire un travail en profondeur pour pouvoir orienter les choses. Entre-temps, j'ai recommandé au moins deux ouvrages. J'ai recommandé l'histoire générale du Congo depuis les années 60 du professeur Naguel, un document de plus de 500 pages de très grande qualité, où il y a un travail de très haut niveau avec des détails. Et je recommanderai aussi ce livre d'Adam Rothschild, intitulé L'Holocauste, le fantôme du roi Léopold. Il y a d'autres ouvrages que je n'ai pas cités. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons faire un travail détaillé pour pouvoir éclairer la pensée profonde de la constitution d'une mémoire collective. Pour l'instant, je vous remercie. 4.